Alors vous le savez, dans ces chroniques philosophiques, ce qui caractérise donc le principe, la ligne, je dirais, éditoriale de cette chaîne YouTube, c'est d'interroger les détours, les contournements, les pas de côté, qui peuvent aller jusqu'au grand écart. Et évidemment, la philosophie comparée qui nous permet d'explorer à la fois l'histoire de l'Orient et celle de l'Occident, c'est notre outil privilégié. Aujourd'hui, je voudrais que nous parlions un peu d'harmonie à travers cette longue série de vidéos que j'ai entamée fin 2017 et que je continue en 2018 sur le sens de l'art. Je voudrais que nous approfondissions un petit peu, que nous ruminions, si vous voulez, la question de l'harmonie. C'est une notion très importante pour les penseurs et artistes de la Renaissance. C'est aussi une notion fondamentale dans toute l'histoire de la Chine. Elle a son origine au moins dans le Zhuangzi, si elle n'est pas antérieure. Le Zhuangzi, donc un penseur taoïste de la période des royaumes combattants, disons 3e siècle avant Jésus-Christ, 4e siècle avant Jésus-Christ, qui creuse la distinction entre les harmonies mineures et les harmonies majeures, Xiao-He, Da-He. Bon, cette notion d'harmonie a du sens aussi pour nous en Occident. On la trouve dans l'Antiquité déjà chez Pythagore, évidemment, qu'il a mise en équation mathématique. Et cette notion d'harmonie va faire son retour chez les penseurs de la Renaissance. Alors là, je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant, parce que l'harmonie, c'est peut-être l'un des noms du bonheur, hein. Donc c'est une notion qui a des implications, non seulement sur le plan esthétique, mais aussi sur le plan moral, qui sont très intéressantes. L'harmonie, pour nous, en Occident, c'est quelque chose qui se définit par des rapports de proportion mathématiques. Évidemment, l'harmonie produit des effets esthétiques. Nous y sommes sensibles, nous éprouvons face à une harmonie une émotion particulière. Quand on entend un accord, l'accord d'un Do et d'un Mi, une tierce, d'un Do et d'un Sol, une quinte, ça produit dans l'oreille un effet tout à fait particulier, même pour celui qui ne connaît pas la musique. Et donc, on peut dire que ces rapports de proportion mathématique, puisque le rapport du Do et du Mi, du Do au Sol, vous le savez, c'est quelque chose qui se mesure en vibration, c'est quelque chose qui se mesure en longueur de corde sur une corde tendue quand on la presse ou quand on la pince. Et c'est cela que Pythagore avait déjà mesuré dans l'Antiquité grecque. Donc ces rapports de proportion produisent un effet tout à fait particulier sur notre sensibilité. Et c'est cela que nous appelons la beauté. Donc la beauté, ce n'est pas simplement le plaisir sensible que chacun éprouve, un plaisir subjectif et variable d'un individu à l'autre, mais il y a, nous dit-on depuis Pythagore, nous dit-on aussi haut et fort, depuis la Renaissance, il y a, au-delà de ces plaisirs sensibles, variables d'un individu à l'autre, un plaisir particulier produit par des rapports de proportion mathématiques, mesurables, universels, valables pour tous. Ces rapports de proportion peuvent se donner comme le critère objectif, universel,
et mathématiquement mesurable de la beauté. Voilà ce que dit l'Occident depuis Pythagore, et à nouveau, encore une fois, haut et fort depuis les penseurs de la Renaissance, Pic de la Mirandole, Michel-Ange, Léonard de Vinci, et tous les artistes de cette période-là, que vous connaissez bien sûr, par la lecture des livres d'histoire de l'art, eh bien, ces critères universels sont les critères universels de la beauté. La beauté, ce n'est donc pas simplement un jugement subjectif que nous portons sur les choses, variable d'un individu à l'autre, variable d'une culture à l'autre, forcément relatif, différent selon les âges de la vie, selon les populations, les cultures du monde. Non, il y a des critères universels, invariables. Donc, la beauté est une affaire de proportion. Elle est une affaire de raison aussi, et pas simplement de sensibilité. L'harmonie, chez les penseurs de la Renaissance, c'est une esthétique de la raison, et de la raison divine. C'est une esthétique de l'ordre que Dieu a mis dans le monde. Cette raison, c'est la clé universelle, la clé que les Renaissants résument dans ce rapport de proportion qu'est le nombre d'or. Phi, c'est 1,618. Je vous invite à explorer un petit peu sur la toile tout ce qui a été dit, toutes les œuvres d'art aussi qui expriment cette recherche, que ce soit en peinture, en musique, en architecture, ou tout simplement les œuvres de la nature elle-même, puisqu'encore une fois, cette raison divine est à l'œuvre dans toute la création, donc vous en trouverez aussi l'expression dans le monde naturel. Je vous invite aussi à vous renseigner au sujet de la suite de Fibonacci. Je ne veux pas trop alourdir cette vidéo, je voulais simplement rappeler, s'il était besoin, que la beauté n'est pas une affaire subjective, d'appréciation simplement personnelle. C'est l'émotion provoquée par l'intuition de ces rapports objectifs. Voilà, c'est la raison pour laquelle il est peut-être besoin de faire un petit peu de philosophie et de remettre certains préjugés en question. Nous avons trop tendance à penser que nos jugements de goût sont l'expression subjective de préférences particulières, d'un conditionnement social. Bourdieu a peut-être un petit peu trop insisté là-dessus. Bourdieu, ce penseur que j'aime beaucoup, mais néanmoins, si on remonte au-delà de Kant, ce que Bourdieu n'a pas suffisamment fait, on peut retrouver chez les penseurs de la Renaissance et chez Pythagore dans l'Antiquité ou chez Platon, de quoi questionner, de quoi explorer un autre rapport à la beauté. Et je vous souhaite d'en trouver beaucoup partout autour de vous, grâce à ce questionnement. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.